Non, on vous entend. D'accord. Oui, ça, oui, merci. Je- Mais écoutez, je vous propose de démarrer ce webinaire. Il est 17h34 et vous êtes déjà bientôt 180 à nous avoir rejoints. Merci à toutes et tous d'avoir souscrit à ce webinaire qui va permettre d'évoquer la problématique de la posture de présidence et de la succession des présidents, du renouvellement des présidences au sein des conseils d'administration. Euh, j'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire, donc en vous accueillant tous, juste en précisant que vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat. Ce chat permettra pour nous de recenser donc les questions auxquelles les équipes, les intervenants répondront dans les temps dédiés pour les questions-réponses. Donc n'hésitez pas tout au long de ces présentations et ces témoignages à poser vos questions. Elles seront prises en compte et on tâchera de pouvoir y répondre globalement au cours de ce webinaire. Également, sachez qu'il est donc enregistré et qu'il sera à disposition, Philippe, dans les quelques jours qui viennent. Je ne veux pas trop m'avancer sur les problématiques de la technique à suivre. Bienvenue donc à toutes et tous. Avant de passer la parole eh bien, à celles et ceux qui vont nourrir ce webinaire, eh bien, je souhaitais vous dire quelques mots sur Passerelle et compétences et pourquoi nous sommes là ce soir. Je suis donc Laurence Armand, la présidente de l'association Passerelle et compétences. Pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas très bien encore, nous avons 22 ans d'existence et nous sommes une association nationale qui a pour ambition d'aider les associations de solidarité à se structurer et à se renforcer, et ce, grâce à l'apport des compétences de bénévoles experts qui proposent leurs compétences à ces associations dans le cadre des missions qui nous sont présentées par les associations en recherche donc de problématiques à résoudre. Nous sommes une association de bénévoles principalement et d'une forte équipe bénévole de 300 bénévoles sur tout le territoire qui est appuyée par une petite équipe salariée qui est vraiment dans nos rouages indispensables au bon fonctionnement de notre équipe. Au cours de ces années, comme je vous le disais, 22 ans d'existence, près de 10 000 missions qui ont pu être effectuées dans tout domaine et à l'attention de tout type d'associations, je veux dire petites associations comme grandes associations sur l'ensemble du territoire. Nous avons, au cours de ces années, eh bien, constaté l'émergence de besoins qui se définissent spécifiquement sur les problématiques liées à la gouvernance. Et donc, c'est ainsi que, confronté à ces problématiques qui étaient beaucoup plus complexes peut-être que certaines missions auxquelles nous avions l'habitude de répondre, eh bien, c'est créé en 2020 ce que nous appelons aujourd'hui le programme bénévolat de gouvernance et qui est dédié à aider les conseils d'administration à se renouveler pour une meilleure diversification, une ouverture et d'avoir des conseils d'administration qui soient les plus à même à répondre aux problématiques des associations et à piloter les projets associatifs. En 4 ans, nous avons pu accompagner 250 associations dans ce champ de la gouvernance et nous avons pu environ répondre à 170 mandats d'administrateurs. Euh, dans ces missions de gouvernance, il s'avère qu'une mission sur 5 concerne la recherche de président ou de vice-président. Ce qui nous a également donc interpellés sur cette problématique encore plus particulière, encore plus pointue que le renouvellement du conseil d'administration dans son intégralité. Et donc, cela nous a amené d'une part à ce webinaire, où nous avons souhaité consacrer un temps de réflexion et de partage sur ces problématiques. Et également, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie imminente d'un guide pratique réalisé par l'équipe bénévolat de gouvernance. Donc, je remercie parce qu'elle agit vraiment au quotidien pour pouvoir vraiment faire avancer toutes ces différentes dynamiques et problématiques. Donc, un guide pratique qui se nomme Présidence d'association, comment faciliter la succession.
Ce guide sera à destination de toutes et tous, bien sûr, et sera diffusé donc sous le contrôle de Philippe très prochainement, en ce moment même, vous voyez, comme quoi, voilà. Donc ce webinaire, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps parce que je pense qu'il est plus important d'écouter nos témoins, mais surtout avant donc de passer cette parole à nos groupes d'experts, si je puis dire, hein, eh bien je souhaite passer la parole à Yves Dérouville, puisque comme vous le savez, nous avons monté et construit ce webinaire en collaboration avec l'IDAF. Et donc, je cède la parole à Yves pour qu'il puisse lui aussi, en tant que président de l'IDAF, vous partager quelques mots de bienvenue. Yves, la parole est à vous. Merci Laurence Armand de nous avoir proposé ce tandem IDAF, passer les compétences IDAF, ce qui nous va très bien. Alors nous, je dirais en tant qu'institut des dirigeants d'associations et de fondations, la question qui se pose le plus souvent est ce que j'appellerais la relation conseil d'administration, président et équipe dirigeante. Bon, vous le savez, le secteur associatif, dans le secteur associatif, les enjeux de gouvernance sont particulièrement sensibles. Le secteur est naturellement exclusivement tourné vers le sens de la mission. Et du coup, les organisations juridiques qui sont très souples, avec une conséquence, une définition des responsabilités au sein des structures entre le président, le DG et le conseil, qui est souvent incomplète, insuffisante et pour ne pas dire vague. Ce qui veut dire que quand Laurence Armand a proposé que nous lancions ce webinaire, je lui ai dit passerait les compétences à une vision par le haut. Nous, on a presque une vision par le bas. Je ne fais qu'une demi-plaisanterie. L'IDAF, c'est 225 associations adhérentes avec plusieurs cercles, dont un cercle assez conséquent qui est le cercle des directeurs généraux, puis un cercle ressources humaines, un cercle finance, un cercle communication. Et nous avons beaucoup de remontées des DG sur le mode de fonctionnement qu'ils ont dans la relation dite le tandem, le duo, avec leur président. Et je crois que c'est important qu'on en parle aussi. Donc, pour répondre à la question qui n'est pas posée, mais que je vais poser quand même, c'est à quoi sert un président de CA, d'association ou de fondation? Même s'il ne s'agit pas de la même procédure de nomination, on a toujours une architecture classique entre le CA, le bureau, les DG, les directeurs, et bien sûr salariés et bénévoles. À entendre nos DG, il existe plusieurs modèles qui se présentent, mais il n'y a pas de modèle parfait. Néanmoins, le président ne peut pas fonctionner autrement à entendre nos chers directeurs généraux qu'avec un bureau qui a un rôle charnière, on en parlera tout à l'heure bien entendu, mais qui n'est surtout pas un échelon hiérarchique. Le terme de hiérarchie devra être, je pense, employé à plusieurs reprises dans notre webinaire. Bon, voilà, le bureau, aux côtés du président que je suis, par exemple, a un rôle d'animation du conseil d'administration. Bon, vous connaissez les règles de fonctionnement d'un bureau, mais il y en a quelques-unes à rappeler. Il assure la bonne information sur la marche opérationnelle de la structure. Il sélectionne les sujets importants à débattre. Je dirais que le président du conseil d'administration, c'est une sorte d'animateur-producteur, comme on dit à la télévision. Il doit apporter des idées, donner des perspectives, tracer une ambition, valider une stratégie et exercer un rôle de contrôle de la bonne marche de l'association. Mais tout ça, je pense que nos grands spécialistes et nos invités en parleront avec beaucoup plus d'intelligence que moi. En ce qui concerne la posture du président, je voulais faire un tout petit encadré, pas trop long. Je pense qu'il a deux ou trois qualités à avoir, ou même quatre ou cinq. Un sens du collectif avant tout, un sens critique constructif et bienveillant, un recul et une hauteur de vue. Il doit savoir affirmer ses opinions sans s'imposer et donc avoir une écoute active. Voilà. C'est ce que souhaitent, je dirais, majoritairement nos dirigeants d'associations. C'est avant tout et avant toute chose, c'est d'établir un lien régulier, un échange régulier avec leur président, selon le célèbre concept qu'ils aiment à appeler le binôme, le tandem, le duo. Et en tout cas, ils ne veulent jamais, au grand jamais, être gagnés par un sentiment de solitude. Là aussi, je pense qu'on en parlera tout à l'heure de la solitude du DG par rapport à son président ou son conseil d'administration. Et tout cela va être bien sûr exposé et débattu maintenant. Bien, alors nous allons passer au témoignage. Donc, je suis Alexandra Box, déléguée générale de l'IDAF. Tout d'abord, merci à toutes les personnes, donc tous les présidents qui viennent témoigner pendant ce webinaire. Donc, la séquence va être répartie, la première séquence répartie en deux questions.
La première question est quel est pour vous le rôle d'un président d'association? Et la seconde, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place lorsque la charge de travail, la charge mentale est trop forte? Donc, je vais commencer par proposer à Anne Vernier de répondre à cette première question. Donc, quel est le rôle d'un président? Donc, Anne, vous êtes bénévole chez Passerelle et Compétences depuis 3 ans. Vous êtes membre de l'équipe bénévolat de compétences. Vous avez accompagné une quarantaine d'associations dans la transformation de leur conseil d'administration et la recherche de nouveaux administrateurs. Donc, la parole est à vous. Merci Alexandra. Oui, effectivement, je suis euh, membre de l'équipe bénévolat de gouvernance depuis 3 ans et dans ce cadre, j'ai accompagné pas mal d'associations. Pour répondre directement à votre question, ce qu'on voit, hein, c'est que dans beaucoup d'associations, le président a un rôle clé. En fait, c'est vraiment la personne centrale dans l'organisation et rien ne se fait sans lui. Ce rôle, il est au départ défini par les statuts. Et là, ça dépend vraiment des associations et des statuts. Dans certains cas, le président, ce que disent les statuts, a des pouvoirs très étendus. Et dans d'autres cas, il ne peut pas décider, il ne peut rien décider sans avoir l'accord de son conseil d'administration. Mais si on essaie de globaliser un petit peu, on va dire qu'en général, le rôle du président, c'est d'abord d'être le garant du projet associatif, des valeurs de l'association, du fonctionnement des instances, Yves Desrouville le disait à l'instant, et aussi de la pérennité de l'association. Euh, le président, c'est aussi lui qui est l'employeur évidemment en présence de salariés et dans le cas où cette fonction n'est pas déléguée à un DG. Le président, c'est aussi lui qui donne l'impulsion stratégique au sein de l'association. Et puis en externe, c'est lui qui va représenter l'association, qui va être l'ambassadeur et la figure représentative de l'association. Et bien sûr, ce rôle, il peut être complètement différent d'une association à l'autre, selon la taille de la structure, selon les statuts, je l'ai déjà dit, mais aussi selon la personnalité du président. Et dans les rencontres qu'on fait chez Passerelle les compétences, on voit beaucoup d'associations avec un président qui en fait beaucoup, parfois trop. Alors il pourrait peut-être être simplement un animateur d'équipe. Il devrait, en tout cas, pouvoir s'appuyer sur d'autres épaules, notamment sur son bureau, sur son conseil d'administration. Alors, pour être un peu provocatrice, je rappellerai que dans une association loi 1901, il n'y a pas d'obligation à avoir un président. La loi 1901 ne parle pas de président. Elle ne cite que ceux qui sont chargés de l'administration de l'association, c'est-à-dire de personnes physiques qui vont représenter la personne morale. De président, le président n'est pas obligatoire. On peut trouver d'autres moyens de travailler que d'avoir un président. Merci Anne pour votre éclairage, premier éclairage. Alors, nous allons passer à Patrick Barato. Patrick, vous avez été pendant 25 ans cadre dirigeant dans des entreprises et depuis 2010, vous avez été consultant senior et vous avez accompagné des dirigeants d'entreprise. Et depuis 2021 jusqu'en 2023, je crois, vous avez été président de l'association 4Aide pour l'égalité des droits et au séjour. Et vous êtes le presque tout nouveau président du réseau Montmartre, qui est donc éveille la créativité et le pouvoir d'agir des enfants au travers de l'éducation artistique et citoyenne. Donc pour vous, en fait, quel est le rôle du président d'une association? Alors déjà, bonjour à tous. Merci d'être à ce webinaire. Beaucoup de choses ont été dites déjà. Beaucoup de choses ont été dites déjà. Pour compléter un petit peu ce qu'a dit Anne et Yves aussi, euh, moi je pense que le rôle du président, c'est d'animer un collectif. Alors à plusieurs étages, vous avez forcément un CA qui est un conseil d'administration composé d'administrateurs et d'un bureau. Donc vous animez ce collectif-là, vous animez le bureau parce que le bureau a un rôle plus proche des opérationnels, si tant est qu'il y a des salariés dans l'association ou pas, ce qui est mon cas chez Réseau Montmartre. Nous avons une centaine de salariés et donc nous avons une directrice générale
Et donc le bureau est en interactivité avec les opérationnels pour s'assurer que la vocation de l'association respecte les statuts, que l'on puisse porter ensemble une vision commune. Et j'aurais tendance à dire que un président n'est pas seul, parce que s'il est seul, il fait rien. Et il a besoin d'une équipe pour partager ses questionnements, échanger avec les opérationnels. D'ailleurs, on invite souvent les opérationnels aux réunions de CA, parce qu'on sait que ce sont les opérationnels et les salariés qui font l'association. Nous, on est là, je pense, en tant que ressources. Et on ne fait pas à la place d'eux, mais on essaie d'accompagner en tant que ressources, à aider, à favoriser les échanges, la vision qu'on peut porter ensemble. Donc c'est vraiment un collectif qui prime. Bien sûr, on est garant des statuts, on est garant des budgets, puisque c'est nous qui validons les budgets et le modèle économique de l'association pour être certain que on n'ait pas de soucis majeurs qu'on rencontrerait si on n'avait pas fait bien notre travail. On décide, on décide. Euh, voilà. On a aussi euh, une relation externe, c'est-à-dire que, par exemple, la participation à ce webinaire, c'est une des actions aussi pour parler de l'association, pour échanger avec l'extérieur. Et là encore, on est fédérateur, on essaie de faire rencontrer les bonnes personnes pour que le collectif avance aussi en externe. Donc, on assure des relations externes. Euh, voilà. Moi, je travaille de façon assez étroite avec la direction générale. Alors, c'est un peu le président qui mène, qui est force de proposition pour faire avancer les choses. On parlera peut-être tout à l'heure des compétences, mais il faut être proche des opérationnels si on veut bien comprendre comment fonctionne l'association. Moi, je suis nommé depuis le 20 juin, c'est tout récent, et pendant les 100 premiers jours, j'ai beaucoup, beaucoup investi de temps pour comprendre comment fonctionnent les choses, pour m'approprier les choses aussi, me faire un point de vue libre et de pouvoir échanger avec la compréhension que j'en faisais. Et je pense que notre rôle et mon rôle de président, c'est de pousser pour que le conseil d'administration soit à la fois uni, ouvert et porte, avec la personnalité des profils que compose ce conseil d'administration, des idées nouvelles et accompagne les opérationnels dans des valeurs ajoutées qu'ils peuvent apporter. Voilà, donc tout ça se fait en bonne intelligence. Et le danger, c'est Anne qui le soulignait, je le rejoins tout à fait, c'est de ne pas être trop non plus dans l'opérationnel, parce qu'après ça, vous pouvez prendre la place d'une direction générale, et c'est pas notre rôle. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver, mais il faut être source de proposition, il faut être proactif, il faut être déterminé et pour faire avancer des sujets, décider des sujets. En, en espérant avoir une intelligence collective commune. Voilà ce que je peux dire. Merci Patrick. Donc nous allons passer à Marie-Christine Ferrandon. Marie-Christine, vous avez été professeure agrégée des sciences sociales. Vous avez été à l'Éducation nationale. Vous avez fait votre carrière dans cette belle institution. Vous avez rejoint Canopé, qui est le Centre national de documentation pédagogique, où vous avez passé sur plusieurs postes, hein. Vous avez été directrice adjointe de l'édition, puis directrice des centres régionaux de l'Académie d'Amiens, puis celui de Paris. Donc, vous avez un parcours à Paris et en région. Et vous êtes entrée au CA de Lecture Jeunesse, l'association Loi 1901, qui développe la lecture et l'écriture des ados. Puis, vous êtes entrée au bureau. Et puis, vous êtes devenue présidente de Lecture Jeunesse en 2017. Et donc, cette association favorise la réussite scolaire. Et donc, pour vous, quel est le rôle de présidente de cette association? Alors, je vais être assez proche, hein, de choses qui ont déjà été dites, et d'une certaine façon, tant mieux.
mais je vais insister sur quelques points. Il a été question du président en tant que garant du projet associatif et je rajouterais le terme d'important de cohérence. Je pense qu'il est le garant d'une cohérence entre la mission de l'association, entre son plan stratégique de développement, entre ses plans d'action, son budget, enfin, de façon à ce que l'ensemble ne soit pas dispersé ou parte dans des directions différentes. Voilà. Il est garant aussi de la cohésion interne euh, à la fois au sein du bureau, très actif chez nous, entre le bureau, le conseil d'administration et la direction, avec la chance que l'on a à Lecture Jeunesse, c'est d'avoir eu de directrices extrêmement dynamiques au moment où je suis arrivée. Et aujourd'hui, une nouvelle directrice depuis 1 an également très dynamique et nous formons un couple, je pense, qui fonctionne bien. Euh, c'est l'important et cette notion de cohésion d'autant plus importante que au sein d'un conseil d'administration, aussi d'une équipe de salariés, il y a des générations différentes, il y a enfin, des origines professionnelles précédentes assez différentes pour nous entre les milieux de la culture, de l'enseignement supérieur, de l'éducation, de l'entreprise du monde associatif. Voilà, il faut trouver des langages communs pour aller vers le même projet et faire en sorte que voilà, on rame tous dans le même sens. Bon, il y a un rôle d'impulsion stratégique, et là, ça renvoie à la question du temps, parce qu'on est dans les temps de l'exécution, mais on est aussi dans les nécessités de se projeter et de se dire que sera l'association dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, sachant qu'après, il faut adapter. Mais et que là aussi, c'est pas au président de sortir de son chapeau les objectifs à terme de l'association, mais d'assurer que tout le monde va réfléchir et trouver les meilleures insertions, la meilleure façon d'être utile dans un environnement économique, social, politique, culturel, etc., technologique, hein, qui est en mouvement. Je dirais qu'enfin, le président, c'est un facilitateur. Il doit aider, non pas dans une position hiérarchique, puisque de toute façon, c'est au directeur, directrice, directeur général, bon, de diriger son équipe de salariés, mais ça doit être un facilitateur global, et c'est le message aussi que j'essaie de faire passer aux administrateurs, c'est-à-dire qu'on est tous là pour aider à l'opérationnalisation, mais on n'est pas là pour faire à la place, sauf crise, ou sauf si besoin, voilà, mais on doit aider, trouver les bonnes solutions, les bons réseaux, poser les bonnes questions, mettre à disposition ses compétences. Et puis, il y a des cas où, si crise il y a, ben, il faut que le président aide aussi, et le facilitateur, à trouver les voies de sortie, donc en ayant peut-être formalisé des procédures pour que la question soit des questions économiques, budgétaires, ou qu'elles soient des questions de RH, ou qu'elles soient des questions différentes hein, qui peuvent se poser. Donc tout ça pour l'interne, et puis je dirais que bah, vis-à-vis de l'extérieur, je crois que ça a été dit, c'est un ambassadeur, quelqu'un qui peut faciliter des ouvertures sur certains réseaux, mettre en relation, voilà, voir les évolutions extérieures et porter l'association, pas tout seul. Mais je pense qu'il faut faire attention à la personnalisation excessive et donc le faire avec, et notamment avec la direction. Merci Marie-Christine. Nous allons passer à la deuxième question. Donc, on va repartir vers Anne. Anne, quelles sont les bonnes pratiques que vous pourriez conseiller à mettre en place lorsque la charge de travail, la charge mentale est trop forte, trop lourde? Alors, je vais en citer deux pour être rapide. La première bonne pratique qu'on préconise assez régulièrement dans l'émission de bénévolat de gouvernance, c'est de prendre le temps, d'organiser un temps de réflexion
sur les rôles et les missions du conseil d'administration, du bureau et du président. Et au sein de ce temps de réflexion, d'envisager de faire évoluer la répartition des missions un peu différemment, euh, en, avec par exemple la création de groupes de travail, de commissions, de l'intégration de nouveaux administrateurs qui peuvent être en charge de certaines missions, la création de binômes au sein d'un bureau la répartition des missions avec des vice-présidents. C'est le premier travail que nous faisons avec le programme bénévolat de gouvernance lorsqu'une association nous contacte pour l'aider à trouver son futur président. La deuxième bonne pratique que je recommanderais, euh, c'est en rappelant que certaines associations nous consultent pour les aider à trouver un successeur qui à trouver un successeur à leur président qui est là depuis très longtemps. On a des associations qui, comme ça, viennent nous voir avec un président qui a fait 30 ans dans la même association. Et en fait, on constate que cela conduit assez régulièrement à l'épuisement de ce président et en parallèle à la démotivation et au désengagement des autres bénévoles, administrateurs ou membres du bureau autour de lui. Donc là, dans ces cas-là, moi je poserai très clairement la question de l'intérêt d'une limitation du nombre de mandats ou de la durée des mandats pour permettre à la fois un renouvellement plus ouvert et plus fréquent des administrateurs, des membres du bureau, et donc faciliter la succession du président. Merci Anne. Patrick, on revient vers vous. Quelles sont vos clés de succès et vos bonnes pratiques pour pallier cette charge de travail ou charge mentale d'un président? Je reviens au conseil d'administration. Moi, pour tout vous dire, quand je suis arrivé, j'ai fait venir un peu de sang neuf aussi parce qu'il y avait une demande de renouvellement d'administrateurs. Et j'ai cherché, dans le cadre de ces candidatures, à avoir des profils complémentaires euh, qui peuvent apporter dans leur mission qu'on peut leur confier de la valeur ajoutée selon leur expertise. Donc, si on a déjà un conseil d'administration qui est doté de profils complémentaires, c'est déjà une source qui répond à la problématique de surcharge parce que vous pouvez déléguer plus facilement des tâches aux administrateurs pour qu'ils vous secondent euh, sur des sujets sur lesquels vous êtes déjà bien occupé. Et dans ces cas-là, vous leur donnez la délégation pour agir à votre place et remplir cette tâche-là. Euh, Bien sûr, selon la taille de l'association, idéalement, ce serait d'avoir un vice-président. Aujourd'hui, au Réseau Montmartre, il n'y a pas de vice-président, mais peut-être qu'à terme, il y en aura, parce que je crois beaucoup à la force du binôme. Président, vice-président, et il y a une surcharge, bah, c'est le vice-président qui prend le relais. On peut avoir des absences en tant que président pour des raisons personnelles, professionnelles, si on est encore en activité. Et donc, ça me paraît important de pouvoir créer un binôme. S'il n'y a pas le vice-président, ça peut être un binôme plus serré avec le trésorier ou la secrétaire, bon, ou avec un des membres du conseil d'administration selon son appétence. Euh, voilà, donc délégation, bien sûr. On a créé des comités aussi pour permettre de concentrer la réflexion sur des sujets spécifiques selon les besoins, notamment pour la préparation des budgets 2025. On a un comité où participent à la fois la direction générale, un ou deux administrateurs, le président, la trésorière, pour faire avancer les budgets et bien préparer les budgets 2025, par exemple. Mais on a aussi un comité pour la communication. Comment on va communiquer en 2025, en interne, en externe. Là, on a voilà, des comités spécifiques qui travaillent sur un sujet qui est bien déterminé. Et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et puis, je mets aussi en place pour le suivi du modèle économique, de nos budgets, des tableaux de bord
c'est plus compliqué parce que ça nécessite peut-être une gymnastique d'esprit que n'ont pas forcément les comptables, parce que ça vient un peu de l'entreprise. C'est d'avoir des tableaux de bord de suivi que l'on partage ensemble et sur lequel on se comprend bien sur les chiffres, sur les données qu'on peut récupérer. Donc, avoir des tableaux de bord, deux, trois tableaux de bord de suivi qui nous facilitent grandement la tâche, plutôt que d'aller pêcher l'information qu'on a du mal à retrouver. Là, si on a un tableau de bord qui est partagé, ben, au moins on est tout de suite opérationnel et on a l'information de façon partagée et compréhensible par tout le monde. Donc voilà, délégation, comité, vice-présidence, tableau de bord. Beaucoup de choses ont été dites aussi. Euh, voilà, moi je prône la délégation parce que, encore une fois, je ne détiens pas la science infuse et j'accepte la critique dès lors qu'elle est constructive et positive. Et moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective, donc voilà. Merci Patrick. Marie-Christine, Bon, un alors, conseil? encore une fois, je m'inscris dans la continuité. Je dirais, travailler en équipe, c'est-à-dire on n'est pas seul. Donc ça, c'est important tout le temps, quand il n'y a pas particulièrement de difficultés, mais évidemment encore plus si on a surmonté une difficulté quelconque. Que le bureau, la direction, ça doit être une équipe, enfin CA, bureau, direction, euh, avec une certaine formalisation, c'est-à-dire que les réunions de bureau, par exemple, qu'elles soient régulières, programmées, préparées, de façon à déboucher sur des décisions et que ces décisions soient suivies, évite de perdre à la fois du temps, de l'énergie et voilà, de dysfonctionner, mais ce qui n'exclut pas la souplesse et la disponibilité, puisque tout n'est pas réglé en bureau, en réunion de bureau, mais il existe tous les moyens aujourd'hui de communication rapide et donc s'en saisir, être bien équipé, outillé de ce point de vue pour voilà, avoir une liberté de ton, de parole, qui permet que toute question est audible, d'où qu'elle vienne, et que toute question doit pouvoir être résolue de façon collective, ou sinon, enfin, de trouver les moyens de sortie, en tout cas, si question il y a, et que ça ne va pas de soi. Euh, une formalisation des procédures. Donc, voilà, dans les prises de décision, de gestion courante. Voilà, donc, on a effectivement, nous, beaucoup bénéficié de l'accompagnement IDEAS pour aller à la labellisation IDEAS et de la mise en place de tableaux de bord, de suivi, de documents, enfin, de façon à ce que ce soit plus fluide et plus arrêté, mais tout en gardant la souplesse et la disponibilité. Ça, je pense que c'est important. Euh, faire confiance, partant du principe que les gens que nous recrutons en tant que salariés ou que nous recherchons comme bénévoles sont des personnes qui viennent donner du temps, de la disponibilité, leur force de travail, mais que ce sont des personnes compétentes. Donc du coup, confiance et possibilité de délégation. Donc, c'est très important qui ont fait venir, ce qui n'est pas toujours simple, notamment pour des bénévoles, quelquefois, il peut s'avérer qu'ils n'ont pas toujours la disponibilité nécessaire pour apporter tout ce qu'ils pourraient apporter, mais, voilà. Mais d'autres, au contraire, qui sont fortement engagés. Et puis, je dirais quelque chose autour des relations internes, c'est-à-dire qu'elles soient conviviales, mais qu'elles restent professionnelles. Je pense que c'est aussi important dans la fluidité, de façon à pouvoir travailler ensemble, sans travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci pour cette première séquence. Ah, excuse-moi Philippe. C'est bon, je prends la main. Merci Alexandra.
prévu. Donc, merci beaucoup. Une première séquence, nous aurons par la suite une deuxième séquence sur la question du renouvellement de présidence. Que se passe-t-il lorsqu'un président souhaite passer la main? Mais là, on a une dizaine de minutes pour tenter de répondre et que nos intervenants répondent aux différentes questions qui nous sont arrivées via le chat. Alors, je vais livrer à nos intervenants les questions telles qu'elles apparaissent sur le chat. Elles sont sur différents sujets et je vous laisserai la parole, tour le rôle, pour que vous puissiez répondre. Ne répondez peut-être pas à toutes les questions, peut-être posez-en une ou deux qui vous parlent. Il y a une première question autour de la coprésidence. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée, ou en tout cas une option, ou en tout cas une présidence à plusieurs têtes? Une question autour de la différence dans la gouvernance entre les associations et les fondations. Est-ce que c'est le même principe de gouvernance? Une question, je pense, beaucoup plus concrète. Comment faire pour mobiliser le collectif? On entend beaucoup parler du travail collectif, mais très concrètement, comment faire pour à la fois mobiliser le conseil d'administration, mais aussi faire en sorte que des bénévoles de l'association rejoignent le conseil d'administration? Comment les mobiliser? Quelques questions sur les petites associations. C'est vrai qu'on a eu des témoignages d'associations avec des directions ou des délégués généraux, mais comment est-ce que cela se passe dans les petites associations sans salariés ou alors avec un ou deux salariés? Et enfin, il y a quelques questions, je pense pour Anne, autour du nombre de mandats maximum lorsque l'on limite, mais aussi la question, le corollaire. Limiter, ça peut être une bonne pratique, mais que se passe-t-il si à la fin des mandats, il n'y a personne pour prendre la suite? Voilà, donc les questions du chat, on a une dizaine de minutes pour essayer d'y répondre. Je ne sais pas à qui je passe la parole en premier, peut-être Anne? Oui, je vais. Alors, concernant la durée, le nombre de mandats, c'était ça la question, nombre de mandats, durée des mandats. En fait, il n'y a pas de réponse standard. C'est à définir en fonction de chaque association. Normalement, si c'est une décision, ça peut être inscrit dans les statuts. C'est toujours modifiable, bien sûr, si vous le souhaitez. Euh, voilà, enfin, tous les cas sont possibles. Le président qui a un mandat d'1 an ou le président qui a un mandat de 5 ans ou de 3 ans est renouvelable plusieurs fois. Euh, ma seule recommandation, c'est d'essayer de faire en sorte qu'un un président, un administrateur ne soit pas là à vie dans l'association. Euh, Et ensuite, il y avait des questions sur la motivation. Tu disais, Philippe, sur l'aspect comment motiver des bénévoles qui ont une implication, un engagement opérationnel, comment les motiver à devenir administrateurs ou à prendre des responsabilités au sein des instances de gouvernance. Euh, Moi, je dirais que la première chose, c'est peut-être se demander pourquoi il n'y a pas d'envie chez ces bénévoles de venir au sein des instances. Est-ce que le fonctionnement du conseil d'administration des instances est assez intéressant, donne envie à ces bénévoles de venir participer? On voit quand même beaucoup de conseils d'administration où les membres ne sont là que pour lever la main et valider des décisions qui ont été prises ailleurs. C'est pas très motivant. Et en même temps, dans beaucoup d'associations, les bénévoles qui s'engagent pour faire du, comment dire, pour remplir l'action qui est au cœur de l'association, ils ne sont pas venus pour prendre des responsabilités. Donc peut-être qu'il faut aussi penser à rechercher des bénévoles, non pas pour remplir les missions de l'association, mais pour prendre ses responsabilités au sein des instances de gouvernance. Aller rechercher spécifiquement ce profil de bénévole-là, plutôt que d'aller chercher un bénévole qui est d'abord en opérationnel et ensuite prendre des responsabilités. Voilà, il y a peut-être ces questions à se poser. Merci. Bah, peut-être Marie-Christine voilà, sur les différentes questions, peut-être voilà, je sais pas, laquelle vous parle le plus. Alors, on n'a pas abordé la question de la coprésidence, peut-être aussi la question de la mobilisation du conseil d'administration. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à nous dire sur le sujet. Comment garder ces administrateurs motivés et mobilisés? Alors, effectivement, la difficulté, c'est que le conseil d'administration ne soit pas une chambre d'enregistrement, puisqu'on est bien obligé de faire passer au conseil d'administration les budgets, les rapports d'activité, enfin tous les documents qui sont obligatoires, hein, disons, et qui, de fait, sont préparés par la direction et le bureau. Donc, au sein du conseil d'administration, je distinguerai le bureau, qui est une émanation, en fait, c'est 3, 4 personnes qui sont elles-mêmes du conseil d'administration,
et puis d'autres administrateurs qui ne sont pas membres du bureau, qui sont peut-être un tout petit peu plus éloignés, mais ça dépend desquels. Voilà, donc c'est pas, je suis pas sûre, enfin moi j'ai pas trouvé la recette miracle non plus, puisque de conseil d'administration, il y a des personnes nouvelles qui ont pu rentrer, qui rentrent avec des motivations elles-mêmes différentes, plus ou moins passionnées par la cause, le fond de l'affaire, en l'occurrence les questions d'éducation, d'accès des jeunes à la culture, etc. Et puis d'autres qui sont plus mobilisés sur des questions de développement de l'association, de changement d'échelle, de transformation du modèle économique. Voilà. Donc, il faut arriver à faire vivre un petit peu ces approches différentes, et ces intérêts différents. Voilà, donc je ne suis pas sûre qu'il y a une recette miracle, si ce n'est s'assurer peut-être le plus, et moi c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie d'insister maintenant, c'est que les uns et les autres viennent avec persuadés que l'association elle-même est importante et que ça mérite voilà, de se remuer pour qu'elle avance dans le bon sens, et puis de bien cerner la nature des apports des uns et des autres, quoi, de façon assez concrète, tout en faisant attention, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les administrateurs ne se substituent pas aux salariés, mais sont là pour les aider, les appuyer, leur ouvrir les portes, en fait, etc. Voilà, donc c'est des équilibres. Moi, je pense que ce sont des équilibres qui sont tout le temps en train de changer dans des associations, parce on est quand même avec des bénévoles du côté des administrateurs, et on est avec des salariés de l'autre côté. Et il faut trouver, voilà, je suis pas sûre qu'on ait atteint un jour, à un moment donné, le bon un équilibre parfait, mais c'est un cheminement. Enfin, c'est quelque chose qui se fait aussi en marchant. Et peut-être notre intervenant, Patrick, peut-être sur les différentes questions de nos participants et spectateurs. Il y en avait plusieurs, donc vas-y, n'hésite pas. Sur la partie motivation, par exemple, Oui, par exemple. alors moi je pense que c'est un peu une démarche personnelle, mais je crois que la cause de l'association en fait partie de l'envie de rejoindre une association plutôt qu'une autre. Il faut que la cause vous parle. Moi, quand j'ai rejoint le réseau Montmartre, l'éducation par l'art dès le plus jeune âge, ça m'a parlé parce que j'avais des enfants, un qui était dyslexique et l'autre qui était hyperactive, et ils ont réussi grâce au théâtre et au chant, par exemple. Donc ça m'a tout de suite parlé. Donc ça, et puis c'est lié aussi à des rencontres. Bon, cette rencontre, je l'ai eue avec Passerelle et Compétences, qui m'a proposé cette présidence, mais vous m'en avez proposé deux autres. C'est celle qui m'a le plus parlé. Donc, bon, c'est déjà avant tout une démarche personnelle. C'est aussi avoir un peu le temps, parce que ça demande du temps. Il faut être disponible à ce moment-là. Moi j'ai la chance d'être en fin de carrière, donc j'avais la possibilité de me rendre disponible 2 à 3 jours par semaine, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas disponible, il ne faut pas s'engager, parce que je ne vois pas l'intérêt. Mais si vous dites oui, il faut au moins assurer un minimum de présence, parce que c'est du temps. C'est du temps, l'engagement, c'est du temps. Donc, il faut accepter aussi d'être disponible. Est-ce que je suis disponible ou est-ce que je ne le suis pas? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Euh, et la motivation, elle est beaucoup liée, elle est un peu intuitive personae, elle est liée au profil du président, de ce qu'il incarne, de la façon dont il souhaite mener les discussions. Moi, je sais que j'ai un management très participatif, et c'est le collectif qui doit décider. Bien sûr qu'après, il faut décider une fois qu'on a convenu, qu'on était d'accord sur les choses, mais euh, il faut que la parole se libère, que les initiatives soient possibles, les échecs aussi. Tout ça contribue au fait qu'on a envie de vous suivre ou pas. Et moi, j'ai souvent d'ailleurs une déformation professionnelle, c'est de faire en sorte que les équipes ne soient plus dans l'intention, mais dans l'adhésion.
Mais c'est valable aussi pour un président. Vous avez des présidents qui sont dans l'intention, je vais faire ci, je vais faire ça, et au final, ils ne font pas. On est là pour agir, pour faire. Euh, mais il faut accepter aussi que le collectif adhère, parce qu'encore une fois, tout seul, vous n'êtes rien. Voilà, donc c'est avant tout une démarche personnelle, mais c'est aussi une question d'incarner une vision. Moi, je travaille beaucoup sur 2017 déjà, parce que je veux embarquer les équipes, non pas en ayant la tête dans le guidon 2025-2025, mais essayer de se projeter à 3 ans. Et là, vous embarquez une équipe qui se dit, mais finalement, on va participer à cette vision. Et ça donne envie de suivre une gouvernance qui se projette à 3 ans. Et donc, on va mettre en place toutes les actions pour euh, faire ce que l'on dit de faire. Il faut avoir une parole qui fait que les gens adhèrent si vous tenez l'engagement de votre parole. Voilà. Intention, adhésion, c'est quelque chose que je me fixe. Et puis après, il faut définir des feuilles de route pour essayer d'avoir les idées claires sur la façon dont on veut nous s'imposer aussi une feuille de route pour y voir clair et ne pas trop dévier de sa trajectoire. Merci Patrick. Et je passerai juste la parole à Yves. Alors, nous sommes relancés sur la question de la coprésidence. Donc, je vais peut-être voilà, laisser nos intervenants bien réfléchir afin qu'on y réponde dans la deuxième séquence de questions-réponses sur la question de la coprésidence, parce qu'on parlera justement de la succession. Est-ce que la mise en place d'une coprésidence peut être une option dans le cadre d'un renouvellement de présidence? Et de façon plus globale, est-ce que ça peut être une bonne idée? Et avant de passer à la seconde phase, je passe la parole à Yves. Ah, on n'entend pas, Yves. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, je disais à l'IDAF, on n'a pas un vice-président, mais deux. Alors, c'est peut-être l'exemple de Biden et Kamala Harris qui leur a donné l'idée, mais en tout état de cause, c'est une éventuelle préparation à la succession. Deux, je viens d'entendre que notre ami de Montmartre passait 2 à 3 jours dans l'association ou la fondation, ce qui est formidable, mais pour ceux qui ont encore une activité professionnelle, de répartir les charges avec un président et le vice-président, ça a du sens. La seconde question, c'est ne pas faire de confusion entre le vieillissement des membres du conseil d'administration et la durée des mandats. On peut considérer qu'on est encore jeune, beau et intelligent jusqu'à 80 ans et plus, mais je crois qu'il y a encore des membres du conseil constitutionnel qui ont plus de 80 ans. Donc, nous, on aurait tendance à suggérer plutôt la durée maximum de mandat. 3 mandats de 4 ans, 4 mandats de 3 ans. C'est une recommandation qui est faite dans la bonne gouvernance des entreprises du CAC 40. Je sais que ce n'est pas un bon modèle, mais 12 ans d'administrateur en gardant une certaine distance et une certaine indépendance par rapport au cœur de la mission, ce n'est pas aberrant, donc ça peut exister. Donc voilà les deux. Et la troisième chose qu'on n'a pas du tout évalué, qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est justement l'évaluation des membres du conseil d'administration. C'est un exercice de style qui peut se faire en interne et qui, à mon avis, fait beaucoup de bien à tout le monde. C'est, cher administrateur, qu'est-ce que tu apportes au conseil? Qu'est-ce que le conseil t'apporte? Et peser le pour et le contre et au bout d'un moment, voir si c'est une aide dans la procédure de renouvellement. Merci Yves. Écoutez, nous allons maintenant passer à la deuxième séquence de ce webinaire. Justement, que se passe-t-il lorsqu'un président souhaite passer la main? Comment s'y prendre? Donc, nous aurons 3 questions à poser à nos différents intervenants. La première, elle sera plus personnelle, hein. Qu'est-ce que vous, en tant que président, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la présidence? Et quelles sont globalement les motivations d'un citoyen pour prendre une présidence d'association? Une deuxième question, quelles sont les principales compétences qui sont recherchées pour un futur président? Et enfin, la troisième question, ce sera autour des bonnes pratiques pour une succession réussie. Nous avons le grand plaisir d'accueillir maintenant sur cette deuxième séquence Guylaine. Bonjour Guylaine, vous êtes la présidente de Pour un sourire d'enfant, qui
qui est une très belle ONG qui agit depuis 1995 au Cambodge, qui apporte une aide directe aux enfants cambodgiens, notamment sur les questions de nutrition, de santé, mais qui les accompagne aussi dans leur scolarisation et qui les aide à trouver un métier. Donc, vous accompagnez environ 7000 enfants. Vous avez 6 salariés en France et 600 au Cambodge. Et donc, vous-même, vous êtes psychologue, vous avez travaillé avec des enfants, vous avez rencontré Pour rire sans vos enfants en 2003 à Phnom Penh en tant que bénévole. Vous êtes rentré au conseil d'administration en 2013 et vous êtes devenue présidente en 2017. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez pris cette présidence et quelles ont été vos motivations et globalement, un peu plus globalement, quelles sont les motivations pour devenir présidente? Ok, bonjour à tous. Déjà, je peux vous dire que je n'ai pas souhaité prendre la présidence pour un sourire d'enfant. J'avais été présidente de 3 petites associations dans le passé. Là, c'était différent. C'était des associations pour 2 d'entre elles que j'avais créées. Donc, la motivation était d'accompagner le développement de ces associations et jusqu'à que quelqu'un d'autre prenne le relais. Là, à PSE, j'étais au CA depuis 2013, j'étais vice-présidente et le président, en 2016, le conseil d'administration, à la veille de l'Assemblée générale annuelle, m'a demandé si j'accepterais de prendre la suite du président sortant. Alors je leur ai dit, attendez, moi je n'ai pas les compétences de gestion, les présidents précédents avaient tous, ils arrivaient tous de l'entreprise ou de la finance. Moi, mon profil me faisait que j'étais proche et que je suis toujours proche du cœur de la mission, l'éducation, le social. Mais la gestion d'une grosse association comme ça, je leur ai dit, écoutez, ah, OK, dans un an, si nous créons le poste de secrétaire général. Et donc, on est parti sur cette base-là. Donc, la motivation, donc à ce moment-là, c'était plutôt prudence, mais bon, créer un poste. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons recruté un garçon formidable et avec qui voilà, nous travaillons en binôme. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de la question, les motivations. Bon, au début, j'avoue que j'ai été très heureuse qu'on m'invite à devenir présidente de PSE. D'une part, parce que depuis que je connaissais cette association, je me sentais complètement alignée avec la vision des fondateurs, leurs valeurs, le projet fou démesuré qu'ils avaient mis en route. Et donc, travailler la main dans la main avec eux, c'était extrêmement stimulant, motivant. D'ailleurs, j'ai arrêté de travailler à ce moment-là sans calculer mes trimestres de retraite, tellement j'étais heureuse de rejoindre cette association. L'idée aussi que les motivations, si vous voulez, en tout cas ce qui m'habitait à ce moment-là quand j'ai pris ce poste, ou quand j'ai accepté qu'on me l'offre, je dirais plutôt, c'est la reconnaissance pour la confiance qui m'était faite, mais c'est aussi la nécessité d'être à la hauteur. Ensuite, ça a été une autre motivation qui me stimule toujours autant, c'est le plaisir, l'intérêt d'être, enfin, à l'idée de la nécessité d'être proche du terrain. Le terrain, c'est les bénéficiaires, c'est nos petits gamins qui sortent de la décharge, les gamins des rues qu'on amène jusqu'à un métier, c'est l'équipe locale, c'est l'équipe au siège, mais ce sont aussi tous les bénévoles, parce que chaque année, nous devons lever 9 millions d'euros uniquement à partir de la générosité publique. Il faut aller les chercher. C'est avec un vaste réseau de bénévoles un peu partout en France et dans d'autres pays. Donc, j'ai un rôle d'animation avec notre équipe locale ici au siège, d'animation, motivation de ces bénévoles. Donc, le fait d'être présidente, ça me donne la légitimité pour interagir avec chacun. Et donc, je vais régulièrement 2 fois par an au Cambodge. Ça me donne la légitimité pour aller au-devant des familles, pour pouvoir me faire ma propre idée de l'évolution de la situation sur le terrain, l'évolution de la pauvreté. Ça me permet d'interagir avec l'équipe de direction là-bas et notre équipe au siège avec qui j'essaie d'apporter un support à la demande, mais nous travaillons vraiment la main dans la main. La motivation, quand j'ai accédé à ce poste, c'était aussi la conscience que j'allais beaucoup apprendre. Et en particulier avec mes co-administrateurs, le trésorier, le président du comité d'audit, le secrétaire général. Bon, je continue à beaucoup apprendre d'eux.
Et puis la motivation à partager mon expertise, qui est celle qui est plus sur un plan relationnel. Et donc dans ce rôle qui a été évoqué avant, d'animation, de facilitatrice, de mobilisatrice et également de médiatrice souvent. Parce que on a plusieurs centaines de bénévoles. Je fais partie du conseil d'administration de chacune des 26 antennes. Parmi nos 6 permanents au siège, nous avons un certain Thierry qui est responsable de l'animation du réseau, mais par moment, quand il y a des problèmes humains, je suis amenée à intervenir, à me déplacer ou à prendre mon téléphone. Bon, ça, c'est là où mon profil me donne la légitimité pour le faire. Et puis, motivation que j'avais en accédant à ce poste, ça a été beaucoup le défi intellectuel. Au-delà d'apprendre, c'est le fait, cette responsabilité, le fait d'être habilité, de la responsabilité d'avoir à anticiper. Tout à l'heure, je crois que c'est Marie-Christine qui a parlé de la pérennité de l'association. C'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Là, nous terminons la préparation du nouveau plan stratégique à 5 ans avec l'accompagnement d'IDEAS, dont nous avons le label. Ben, je me sens habitée de la responsabilité d'assurer la pérennité de cette association. Et ceci, pourquoi je dis défi intellectuel? Parce qu'il faut tenir compte de l'évolution de politique, géographique, économique au Cambodge. Hein, dans les pays du Sud, c'est pas simple. Et donc, il faut tenir compte de tout ça, continuer à apporter un soutien, une aide au développement, si je peux dire, mais sans se substituer et apprendre à se retirer au fur et à mesure que le pays se développe dans les zones où il se développe. Voilà. Et puis, c'est la motivation, c'est l'envie d'être utile, c'est voilà, et l'envie, le plaisir de me sentir responsable. Merci beaucoup, Guylaine. Même question, Patrick, même si voilà, vous avez un petit peu commencé dans l'échange juste précédent. C'est quoi la motivation pour un président, sachant que vous êtes un président qui arrive entre guillemets de l'externe, hein, parce que vous n'étiez pas bénévole avant au sein de l'association. Voilà, qu'est-ce qui a été pour vous une motivation pour rejoindre le réseau de Montmartre? Alors, en fait, en écoutant les uns les autres, je pars d'un constat qui est soit vous êtes président nommé directement, sans expérience préalable dans l'association en tant qu'administrateur ou bénévole, et ça, c'est un cas particulier qui répond à une conjoncture généralement, d'un besoin spécifique et d'une valeur ajoutée que vous pouvez apporter à un moment donné, où l'association rencontre peut-être des difficultés et elle cherche un profil un petit peu polyvalent, capable de redresser peut-être un petit peu les choses, d'apporter une vision un petit peu différente. Venant de l'entreprise, c'était mon cas. Hein. Voilà, soit vous êtes déjà bénévole dans l'association, au conseil d'administration, et dans un monde idéal, c'est de nommer in situ un président issu du conseil d'administration. Parce que là, il y a une sorte de continuité, il y a une cohérence, on a vécu l'association. Voilà. Moi, j'ai été un peu parachuté, mais ce qui m'a motivé et ce qui a motivé, je pense, le choix de ma candidature, c'est mon profil qui est un petit peu atypique. D'abord parce que j'ai 60 ans et que j'ai un parcours professionnel qui mixe la connaissance de l'entreprise et du conseil en management. Donc, ça peut aider aussi à un moment donné, surtout après 2 PSE qu'a subi l'association. Je pense que c'est important d'avoir un regard aussi sur le management, les organisations, comment on peut optimiser un petit peu les ressources internes. Donc, je répondais probablement à une exigence conjoncturelle qui a fait que j'ai fait la différence. Bon, euh, au-delà de ça, bien sûr, encore une fois, je reviens à la motivation personnelle. J'avais envie de transmettre. J'ai fini mon parcours professionnel, je suis proche de la retraite, je suis en pré-retraite. Je me suis dit, j'ai encore un peu d'énergie, j'aimerais bien la dépenser pour une cause qui me parle, et je pense que je peux apporter de la valeur ajoutée. Donc,
bah, autant le faire bénévolement, gracieusement. Et c'est là où le bénévolat est important parce que vous donnez de votre personne sans retour financier. Donc c'est déjà une démarche que je trouve respectable. Et voilà, donc, et je pense aussi que venant de l'entreprise et voyant la difficulté des associations qui existent depuis plus de 20 ans, ce n'est pas le cas des jeunes associations, mais celles qui ont une expérience de quelques années déjà, elles se heurtent à des difficultés budgétaires qui font que soit elles ne se sont pas renouvelées en temps et en heure et elles subissent les lois du marché, qui fait qu'elles sont fragilisées d'un point de vue budgétaire. Euh, et à ce moment-là, elles ont besoin, je pense, de l'apport de l'entreprise, de la connaissance de l'entreprise pour essayer d'insuffler au sein d'une association, en gardant l'âme de l'association, quelques réflexes d'entreprise, dans le management, dans la finance, dans la gestion d'un budget, vous voyez, toutes ces choses-là. Et moi, je crois beaucoup à cette alchimie, euh, expertise de l'entreprise qui apporte de la valeur ajoutée à une association tout en gardant l'âme d'une association. Une association n'est pas une entreprise, mais ça fait du bien d'avoir dans son conseil d'administration des gens encore en entreprise et qui apportent une valeur ajoutée euh, pour conduire des projets avec des bons réflexes qui permettent de gagner du temps. Et ça, c'est l'entreprise qui vous l'apprend. Bon. Et il y a aussi une attente d'ailleurs des salariés de l'association pour organiser les choses avec un peu plus de méthode, peut-être un peu plus de rigueur, de proactivité, d'agilité. Et ça, ce sont des échanges, moi, qui me motivent parce que je pense que je peux apporter une valeur ajoutée compte tenu de mon parcours professionnel. Merci. Voilà. Patrick, ouais, on va peut-être passer la parole à Marie-Christine pour nous répondre aussi sur cette question-là. Peut-être vous, Marie-Christine, parce qu'on a encore d'autres questions derrière à poser, Patrick. Oui, donc moi j'étais rentrée au conseil d'administration à peu près 3 ans avant de devenir de devenir présidente. J'avais d'abord été motivée par le projet de l'association, donc travailler pour les adolescents sur le thème de la lecture, de leur redonner le goût des mots, de leur permettre de renouer avec les textes, avec l'expression écrite, avec l'expression orale, que voilà, c'était des conditions de réussite scolaire, mais bien au-delà, hein, d'insertion professionnelle, sociale. Bon, donc ça me paraissait extrêmement important et extrêmement important aussi de travailler en liaison avec, en jargon, ce qu'on appelle les médiateurs, mais en d'autres termes, en énumérant les métiers que ça recouvre, les bibliothécaires, les professeurs, les animateurs de centres de loisirs, qui eux sont en contact direct des jeunes et qu'on peut être en soutien de leurs actions en direction des jeunes et de la lecture dans toute sa diversité des sciences. Voilà. Donc ça me motivait beaucoup venant du milieu de l'éducation. Et puis, bon, ben, au bout de 3 ans, la présidente m'a demandé si j'accepterais de prendre sa succession, parce que ça se passait globalement, on va dire bien, enfin, dans l'intégration. J'ai participé à différents projets, j'avais participé particulièrement à la mise en place d'un premier plan stratégique de développement. Bon, voilà, donc j'ai accepté, après avoir un tout petit peu hésité, parce qu'on peut se dire, bon, où vais-je enfin? Voilà, est-ce que ça va pas être trop prenant? Bon, j'ai accepté. J'ai accepté parce que j'aime bien moi, développer des projets, travailler avec d'autres, et je me disais qu'il y avait un champ vraiment de développement possible, d'aller vers voilà, plus de jeunes, plus de projets, plus de terrain, plus de couvrir mieux le territoire. Bon, on a partiellement réussi, mais on a fait qu'un morceau de chemin. Et donc ça, c'était la première motivation. C'était, un, la cause m'intéressait, et deux, il y avait des perspectives que les choses se développent. Voilà.
La deuxième motivation, bah, c'était de me dire, est-ce que je peux apporter quelque chose à cette association maintenant, dans ce contexte-là, à ce moment-là? Je dis oui, il y a des éléments, voilà, il faut réfléchir sur l'impact du numérique, enfin, il faut réfléchir sur beaucoup de choses. Et il me semblait que compte tenu de ce que je savais faire en conduite de projet, en structuration d'équipe, voilà, en montage de partenariats, faire travailler des gens qui ont des origines, des cultures différentes, c'était quelque chose que je savais un peu faire. Et donc, je pouvais apporter ça à ce moment-là à l'association. Et puis, je pense qu'un point qui est aussi important, c'est d'avoir une interrogation en prenant une présidence, un petit peu savoir où on met les pieds, c'est-à-dire se dire est-ce que c'est jouable, est-ce que l'association, même s'il y a peut-être des choses à faire évoluer et on les fera évoluer avec tout le monde, est-ce que le contexte est favorable, est-ce qu'on va être accueilli bien, est-ce qu'il n'y a pas de pièges? Est-ce qu'il n'y a pas de cadavres dans les tiroirs? Enfin bon, est-ce que c'est pas un piège? Bon, et ce qui n'était pas le cas d'abord parce que j'avais la chance de connaître de l'intérieur. Donc je savais un petit peu où j'allais, mais je disais que c'était quand même, me semble-t-il, important, sauf à avoir une motivation très forte de reprendre des situations très, 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 très complexes. En l'occurrence, c'était plus une perspective d'adaptation au nouveau contexte, d'évolution, et puis d'avancer par rapport à ce qu'avait beaucoup la précédente présidente avait beaucoup apporté sur le thème du rapprochement de la recherche, de l'évaluation, des actions, etc. C'est on peut s'inscrire dans cette continuité. Voilà, mais je pense que la motivation, elle est très forte, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à l'objet. Ça me paraît, après, on apporte les qualités, enfin, les compétences qu'on peut avoir, mais ce qui est premier, c'est de se dire la cause en vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup de passer du temps bénévole, de trouver les gens, de trouver les solutions, enfin, tout ce qu'on a pu dire sur le rôle de président, mais ça me paraît être premier. Merci beaucoup, Marie-Christine. Je vois le temps qui tourne, peut-être pour nos intervenants. Je vous propose que vous répondiez aux deux questions suivantes en même temps. Donc, la première question, c'est voilà, lorsqu'on renouvelle une présidence, quelles sont les compétences qui sont attendues pour un futur président? Et deuxième question, quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons identifier dans le cadre d'un changement de présidence? Peut-être Anne, du côté de l'accompagnement des associations, qu'est-ce que l'on peut constater sur ces deux questions-là? Alors, sur les compétences recherchées, je veux dire que souvent les associations nous contactent, euh, elles nous demandent un bénévole d'abord qui dispose d'une grande disponibilité. Euh, mais ensuite, elles ajoutent qu'il faut que ça soit un super manager et un véritable leader, quelqu'un qui est à la fois un arbitre et un meneur d'hommes. Il faut aussi que ça soit un super gestionnaire et qui soit aussi visionnaire et défricheur. Ça doit être quelqu'un qui sait être à l'écoute, mais qui est également charismatique. Alors nous, quand on accumule tout ça, on a l'habitude de dire que c'est chercher le mouton à cinq pattes. Parce qu'en fait, cumuler toutes ces qualités dans un seul profil, ça semble assez irréaliste. Donc, on engage les associations dans ces cas-là à prioriser leurs demandes, leurs recherches de profil en fonction des besoins actuels de l'association, essayer de rechercher une particularité qui va correspondre aux enjeux actuels, et puis compléter ce profil du président, de la présidente par d'autres personnalités autour qui vont apporter les compétences que le président ou la présidente n'aura pas. Et c'est en fait pour cela que nous recommandons souvent, dans les recherches de futurs présidents, d'intégrer plusieurs bénévoles au conseil d'administration ou au bureau, des bénévoles qui vont avoir des profils complémentaires et qui pourront finalement assumer l'ensemble des missions. Et sur la deuxième question, les bonnes pratiques pour une succession réussie, je dirais, c'est simple. Pour nous, c'est l'anticipation. Rechercher un président, ça prend du temps. Nous, on compte entre 6 et 12 mois pour trouver un futur président, sans compter les délais d'intégration. Je parle vraiment de recherche. Pour nous, le meilleur président, c'est celui qui vient de l'interne, qui connaît déjà l'association,
Donc pour moi, la meilleure bonne pratique, c'est d'intégrer régulièrement de nouveaux administrateurs aux profils différents, complémentaires et qui pourront éventuellement demain se positionner comme président. Et c'est ce que nous faisons avec le programme bénévolat de gouvernance. Merci beaucoup. Anne, peut-être voilà, sur ces deux questions, Patrick, quels sont voilà, vous venez de rejoindre la présidence de Montmartre, quelles étaient un peu les compétences qui étaient attendues pour le futur président et surtout quelles sont les bonnes pratiques pour une succession réussie? Alors, beaucoup de choses ont été dites encore là. Donc, moi, je, moi, je crois beaucoup à la polyvalence, c'est-à-dire avoir une expérience professionnelle qui vous permet d'avoir un vernis un peu sur tout, notamment sur la partie finance aussi, parce que je pense qu'il y a des équilibres budgétaires parfois un peu fragiles, des modèles économiques à repenser. Donc, c'est important d'avoir des compétences à la fois opérationnelles et financières et de gestion d'entreprise pour animer un collectif, encore une fois, qui est un conseil d'administration un peu spécifique. Donc, la polyvalence, bon, je crois qu'il faut aussi être déterminé. Euh, euh, on est une locomotive, hein. Donc on n'a pas le droit si on s'engage, de baisser les bras. Donc être déterminé me paraît être une belle compétence. Il faut aussi faire preuve d'écoute, d'empathie pour comprendre les signaux faibles qu'il peut y avoir et sur lesquels il faut prêter une attention particulière parce que ça peut très vite poser des problèmes d'organisation. Donc, moi, par exemple, une semaine après ma nomination, j'ai souhaité rencontrer individuellement tous les membres du CODIR pour comprendre, qu'ils m'expliquent leur travail et pour me faire une idée un petit peu de la façon dont ils sont organisés. Donc ça a permis d'ouvrir la discussion. Euh, je pense aussi qu'il faut être proactif, il ne faut pas attendre qu'on nous sollicite, mais il faut solliciter les gens selon les sujets que vous souhaitez traiter. Donc, il faut être proactif, aller au-devant des autres. L'agilité aussi me paraît essentielle. Ne pas s'enfermer dans un modèle euh, qui ne serait pas assez ouvert. Et moi, je crois beaucoup à l'agilité, la capacité à se remettre en question, se dire on faisait comme ça, mais pourquoi pas essayer autre chose. Euh, tout ça dans l'échange. Euh, voilà, donc l'agilité. Et puis la dernière chose qui me paraît importante, c'est la pédagogie. Donner du sens à ce qu'on fait. Parfois, on agit un peu par répétition de choses que l'on fait, qu'on ne fait pas forcément bien. Et ça me paraît important d'expliquer les enjeux, la vision, pourquoi on veut aller chercher tel objectif, toujours pour faire en sorte que les gens adhèrent et ne soient pas que dans l'intention. Euh, voilà ce qui me paraît bien. Et puis une dernière chose, c'est d'être conciliant aussi, c'est-à-dire il faut s'adapter et être capable aussi de lâcher certaines choses pour aller dans le sens des besoins exprimés par les salariés. Euh, donc être un peu souple, mais déterminé et ferme dans l'axe sur lequel on doit aligner tout le monde pour aller défendre la même vision. Voilà. Merci. Peut-être une ou deux bonnes pratiques pour une succession réussie, Patrick? Alors, les bonnes pratiques, on l'a dit, on l'a suffisamment souligné. Je pense que c'est l'anticipation. Ça, pour moi, mais c'est valable pour tout, hein. L'anticipation des budgets, l'anticipation des organisations et encore plus l'anticipation de sa succession. Euh, et moi, je sais que ça prend du temps, minimum 12 mois, ça me paraît évident, voire plus. Donc, soit vous avez nommé un vice-président qui naturellement a la légitimité pour reprendre le poste, soit vous n'en avez pas. Dans ces cas-là, il faut détecter au sein du conseil d'administration les nouveaux entrants ou ceux qui souhaitent rester. Est-ce qu'ils ont envie de reprendre une présidence avec ce que ça implique derrière? Et dans ces cas-là, les préparer
pour que vous puissiez transmettre sur la durée et pas de façon précipitée les choses pour que ce soit fait en cohérence et en cohésion. Avec de la communication, bien sûr, pour transmettre le flambeau. Donc voilà, c'est d'anticiper soit avec une vice-présidence, soit avec la montée en compétence in situ d'un membre du conseil d'administration pour prendre votre succession. Moi, je sais que les personnes que j'ai recrutées, j'avais déjà dans mon esprit l'idée de me dire, est-ce que éventuellement une de ces personnes qui arrivent pourrait éventuellement prendre ma succession à terme? Et je rejoins ce qui a été dit. Je crois que le mandat d'un président ne doit pas excéder 4-5 ans. Parce qu'après, on s'use, si on s'implique, on s'engage, on s'use. Et puis, je pense que c'est sain de renouveler des profils qui sont liés soit à des conjonctures, on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, donc, euh, comme il faut un an pour préparer sa succession, bah, j'ai un peu de temps, mais il faut l'inscrire dans la perspective de se dire on n'est pas éternel et on ne sera pas éternel. Voilà. Merci Patrick. On passe la parole à notre dernière intervenante avant de passer aux questions-réponses. Guylaine, voilà, sur ces deux questions, voilà, un peu les compétences du futur président et les bonnes pratiques dans le cadre d'un changement de président. Ok, ok. Ben, les compétences, je vois, il y a deux choses, il y a la personnalité et les compétences. Mais là, pour un poste de président, ben, les deux sont entremêlés et ça va dépendre un petit peu de qui est au bureau, parce que ce qui a été dit sur la nécessité d'avoir des profils complémentaires, c'est très important. Et en tout cas, il est clair qu'il faut que le futur président soit parfaitement aligné avec les valeurs, la vision de l'association, et puis qu'il ait une passion, une véritable envie, qui le motive. Quelque chose qui n'a pas encore été dit, qui me semble très important, c'est qu'il faut s'assurer que le futur président soit susceptible d'être estimé, en tout cas qu'il puisse travailler avec le directeur général, le secrétaire général. Il faut qu'il y ait que soit compatible. Il faut qu'il ait des bonnes qualités relationnelles, ça a été beaucoup dit, donc à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, parce qu'il y a le travail en équipe, bien évidemment, savoir travailler en équipe avec toutes les qualités déjà qui ont été énoncées, je ne vais pas les répéter. Mais un point qui me semble important aussi, c'est que le président, il a un rôle, il a besoin de tenir informés les autres administrateurs. C'est une bonne façon de les maintenir motivés, mobilisés, de pouvoir, parce que quelquefois on oublie quand on travaille, quand on est en lien direct avec moi, avec la directrice générale au Cambodge, le secrétaire général ici, j'oublie par moment de tenir au courant en dehors des réunions les administrateurs, il faut y penser. Arriver avec un bon réseau, c'est appréciable quand on prépare sa retraite, je veux dire, pardon, sa succession. Choisir quelqu'un qui a une aisance relationnelle, certes, mais aussi qui a un bon réseau, ça aide. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit respectueux du rôle de chacun. Donc, tout à l'heure, il a été dit, le fait de formaliser les rôles de chacun dans l'association, c'est important. Et donc, le président doit veiller à ne pas faire d'ingérence. Donc, c'est important que les rôles soient bien définis. Marie-Christine évoquait les procédures souvent qui aident. Donc, sans verser dans trop le milieu entreprise, hein, le milieu entreprise, le milieu associatif, c'est pas la même chose. Donc, trouver le, le bon niveau. Donc, quelqu'un qui sache voilà, rester à sa place de président sans faire d'ingérence. Il faut bien évidemment que ce soit quelqu'un qui ait le sens des responsabilités, parce qu'in fine, le président est responsable. Et il faut qu'il soit prêt à servir de fusible s'il y a des problèmes, des mécontentements. Donc, ça veut dire quelqu'un qui doit. Bah, c'est quand même un rôle sérieux. On est censé être informé, on est censé savoir ce qui se passe aux différents. Même si on ne fait pas d'ingérence, il faut se tenir informé de ce qui se passe aux différents niveaux de l'association. Euh, et puis, ben voilà, je ne vais pas redire, c'est des choses qui ont été dites. Bon, il faut avoir du temps quand on choisit son. Voilà, certainement. Mais il faut aussi savoir se protéger. Il faut aussi savoir se protéger.
Et donc trouver également et puis voilà, et en même temps être disponible quand c'est nécessaire. On est bénévole, c'est de l'associatif, c'est pas comme si on était payé pour faire 35 heures. Donc là, pour la deuxième question, les bonnes pratiques pour la succession, donc c'est pareil, ça bien évidemment, elle l'a dit, anticipation, anticipation. Euh, Moi, il se trouve, alors Patrick disait, oui, normalement, voilà, 4 5 ans, c'est le maximum. Moi, ça fait 7 ans, ça va faire 8 ans à la prochaine Assemblée générale. Et j'étais vice-présidente depuis 5 ans avant, non, depuis 4 ans avant. Mais en fait, je dois dire qu'avec la réforme de la retraite, j'ai pris 2 ans. Parce que mon successeur présumé a pris 2 ans. Donc, j'ai pris 2 ans. Mais ça m'a permis de réfléchir sur cette question-là depuis 2 ans, ou en tout cas de piloter la préparation de cette succession. Parce qu'une fois qu'on a identifié un successeur potentiel, bah, il s'agit de lui donner envie et de ne pas lui faire peur. Donc, c'est accompagner, l'associer petit à petit, l'associer à de plus en plus de tâches, l'amener, l'aider à découvrir les différentes parties prenantes, à les activités, différentes activités de l'association, mais sans être transparent et ouvert, mais sans lui faire peur. Euh, Quelque chose qui est important aussi, qui n'a pas été dit, mais c'est vis-à-vis des autres administrateurs, c'est préparer cette succession en toute transparence, mais en même temps dans le respect du processus de décision du futur du candidat qui se prépare. Parce que jusqu'au dernier moment, tant qu'il n'a pas dit OK, il a la liberté de changer d'avis. Donc c'est à la fois, il ne faut pas que les administrateurs se disent, ah ben ça va, super, c'est un tel va prendre la suite de Guylaine, pas de problème. Non, donc, et ça veut dire aussi qu'il faut prévoir un joker ou des jokers au cas où la personne pressentie avec laquelle on travaille depuis 1 an, voire 2, dans mon cas, s'il se disait, ben non, finalement, puis entre-temps, il a eu des petits-enfants et de plus en plus de petits-enfants, ou peut-être il peut y avoir un problème de santé. Donc, il faut prévoir des jokers au sein de l'association et en dehors. Ça nous ramène à la constitution du CA, avoir des profils complémentaires, intergénérationnels, et également, et je m'arrêterai là-dessus, une dernière chose, c'est que prévoir peut-être un président, d'ailleurs, enfin, chez nous, la personne qui est présumée, elle a un profil très différent du mien. Donc, c'est prévoir une réorganisation de la distribution des rôles et des tâches au sein du CA et enfin, au sein des bureaux surtout, en fonction du profil du nouveau président. Forcément, il y a une répartition, un partage des rôles au sein du bureau qui est différent en fonction du profil des uns et des autres. Voilà, je m'arrête là. Merci à tous et toutes pour vos témoignages. C'est vraiment très intéressant et on voit quelques commentaires, questions dans le chat. On va essayer de pouvoir vous poser, moi je dirais 3 questions à vous qui intervenez. La première question qui me semble assez intéressante, c'est quel équilibre entre le sang neuf qu'on peut faire venir dans un CA et ceux qui restent et peuvent transmettre eh bien, l'image, le projet associatif de l'association, vraiment cet équilibre. On a entendu notamment Patrick sur son profil issu de l'entreprise, qui est fort riche, et notamment sur les méthodes. La deuxième question, ça serait, c'est intéressant, comment résister à chercher un président successeur à sa propre image. Voilà. Et la troisième question, je trouverais intéressante aussi à développer, c'est des conseils pour des petites associations qui sont salariées, sans salariés, et qui donc doivent trouver des successeurs, voilà, sans doute avec quelques difficultés. Voilà. Et il y a d'autres questions qui apparaissent, sans doute évidemment, mais est-ce que voilà, je ne sais pas, après, à vous de choisir dans quel ordre, vous pouvez tenter de répondre à ces 3 questions. Je veux bien me lancer sur la question là,
avec le 109, donc introduire, parce il s'agit de succession, hein, si j'ai bien compris la question, il s'agit dans le cadre de la préparation d'une succession à au poste de président. Au poste de trésorier, moins crucial, parce qu'un trésorier, c'est des finances, c'est des chiffres, voilà, puis il est dans le bureau. Et effectivement, le poste de président, euh, il faut, je pense, s'assurer, en tout cas, que la personne a particulièrement les, les traits de personnalité et nécessaires pour être sûr qu'il sera accepté par tout le monde, qu'il aura un fit avec les uns et les autres et qu'il pourra rentrer, adhérer aux valeurs et à l'ADN, si je peux dire, de l'association. Donc, dans ces cas-là, il faut tout de même avoir, il y a une période un petit peu d'observation. C'est le rôle du président, je pense, dans le respect de la personne, de travailler en amont pour voilà, tester la motivation et tester ces différents paramètres, je pense. Si je peux rebondir sur cette question-là, sur la question de l'équilibre entre assurer la continuité et avoir un renouvellement du conseil d'administration, du bureau, du président, euh, je dirais que nous, les associations qui viennent nous voir chez Passerelle les compétences, ont clairement une difficulté à assurer le renouvellement. La continuité est assurée plus facilement que le renouvellement et donc on intervient plus souvent pour gérer cette problématique-là que celle de la continuité. Donc on est des ardents défenseurs du renouvellement régulier des membres du conseil d'administration. Euh, et ensuite, il y avait une question sur les petites associations. Enfin, les petites, je mets des guillemets, hein, des associations sans salariés, ou avec une organisation moins importante. Je dirais que sur le principe, c'est la même chose. Parce qu'en fait, les missions du conseil d'administration et du président sont globalement les mêmes. La difficulté, c'est que ces bénévoles-là sont souvent obligés d'avoir une implication opérationnelle plus importante parce qu'en fait, il n'y a pas de salariés sur lesquels s'appuyer. Et pour moi, la nécessité de travailler en équipe et de répartir les missions entre ces différents bénévoles est encore plus importante que finalement dans les associations avec des salariés. Je rajouterai sur la partie équilibre, 109. Moi, je sais qu'au réseau Montmartre, on est 11 administrateurs, bureau compris, et il y a la moitié d'anciens et la moitié de nouveaux. Et l'avantage d'avoir des anciens qui nous accompagnent, c'est la mémoire de l'entreprise, c'est la mémoire de l'association, et qui ont la gentillesse de dire bah, je suis prêt à donner 1 an, 2 ans, alors qu'ils ont déjà peut-être pour certains 15 ans, d'autres 10 ans, d'autres 7 ans. Et je pense que c'est important pour euh, qu'il y ait une certaine continuité dans le changement, qu'on ait un équilibre 109 et plutôt ancien, euh, pour justement donner cette force qui est de dire bah, je partage ce qui a été fait et voilà les ambitions que je veux porter. Est-ce que c'est compatible, pas compatible? Mais c'est très riche, c'est très très riche. Ça, c'est pour la partie 109 équilibre. Et pour les petites associations où il n'y a pas de salariés, je pense que le président et son conseil d'administration est encore plus pris par les charges de travail parce que il n'a pas de salarié sur lequel il peut s'appuyer de façon très claire. Gérer que des bénévoles, il faut souvent être un peu plus présent pour pouvoir maintenir un niveau d'assiduité, de compréhension des choses. Donc il faut être très clair dans la vision que vous souhaitez que les bénévoles portent, avec des tâches bien définies parce qu'autrement, s'il n'y a que des bénévoles,
peut-être que les uns se marchent un peu sur les pieds et que c'est compliqué. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est si vous êtes président d'une association sans salariés, il faut être encore plus disponible Mm. et bien cadrer les choses pour que les choses avancent avec cohérence et une certaine cohésion quand même. Écoutez, un grand merci à tous. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, je fais une pré-conclusion. Juste un grand merci à nos intervenants pour leurs conseils, leurs témoignages. Donc, un grand merci à tous. Vous l'avez compris, hein, donc, nous venons de publier un guide pour le renouvellement de présidence. Vous avez le lien dans le chat et nous vous envoyons un mail d'ici la fin de la semaine. Vous proposons le replay et le lien vers le guide. Enfin, si vous êtes une association que vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à faire appel à notre programme bénévolat de gouvernance. C'est un petit peu le cœur de ce programme. Et enfin, si vous êtes un bénévole et que le rôle de président vous attire, n'hésitez pas non plus à venir nous voir. Vous l'avez compris, nous essayons de mettre en relation des citoyens qui souhaitent s'engager et des associations. Donc, si un mandat de président vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous en cherchons pour certaines de nos associations partenaires. Et voilà, et je vais passer la parole à Yves pour la conclusion de ce webinaire. Écoutez, merci pour aller droit au but et être rapide puisqu'il est 19h04 et qu'il faut respecter les horaires. Nous, côté IDAF, on a un petit peu à l'image de ce que fait Passerelle des compétences avec beaucoup de talent, on va créer un petit cercle des présidents, car je ne sais pas si vous le savez, mais tous les ans, nous organisons une soirée dite du tandem et du duo président-directeur général, où deux associations viennent présenter leur mode de fonctionnement devant une assistance ébahie de voir des tandems qui marchent et qui fonctionnent très bien. Là, notre cercle président va démarrer 2025. Ça sera à la fois une chambre d'écoute et peut-être un relais vers Passerelle des compétences pour les présidents qui se posent des questions sur leur succession ou des conseils d'administration qui se posent les mêmes questions. Voilà. Merci en tout cas à Laurence Armand de cette belle soirée et à tous ceux qui ont tenu le choc pendant 1h34, 35. Ce fut intéressant et je remercie encore une talentueuse présidente qui nous aide beaucoup dans nos démarches, qui est Guylaine Dufour. Merci Guylaine. Merci à tous. Merci à tous.